Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le président de la République appelle à une COP de l'action et de la solidarité. C'était lors de l'ouverture officielle de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Alassane Ouattara a souligné la volonté de la Côte d'Ivoire d'envisager de promouvoir les actions de restauration de nos terres, d'amélioration de la productivité agricole. Un moment d'émotion intenable ce mercredi à la grande mosquée de la Riviera Golf lors de la levée du corps du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. La famille a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État pour son soutien. Les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme du patron de la Chambre basse du Parlement. Le Conseil de l'Entente et la CEDEAO mutualisent leurs efforts face aux grands défis de la sous-région. Le secrétaire exécutif Marcel Amontano et le président de la Commission, Jean-Claude Brou, ont signé un mémorandum d'accord pour booster la coopération entre les deux institutions. Ils ont échangé sur la situation politique en Afrique de l'Ouest qui impacte le développement socio-économique. 41 ans après, c'est une légende qui reste toujours vivante. Le chanteur jamaïcain Bob Marley continue de marquer les esprits. Les mélomanes se souviennent de celui qui tourne encore sur la musique reggae. Les fans rendent hommage à leur idole avec un programme spécial consacré au King Bob. Et l'actualité, c'est bien la COP15 qui se poursuit à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture officielle de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Les 5000 participants vont réfléchir et proposer au monde une solution de réforestation et de bonne gestion des terres. Le chef de l'État appelle à l'action et à la solidarité. Viviane Aïmen. Après le sommet des chefs d'État qui a ouvert officiellement la COP15 le lundi 9 mai, ce mercredi 11 mai consacre le démarrage des travaux de cette grande conférence internationale sous l'égide de l'ONU et qui a pour objectif de trouver une solution solidaire à la sécheresse qui gagne du terrain sur la planète et particulièrement sur le continent africain, entraînant de nombreux maux. Le président de la République, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, ont pris part ce mercredi matin à la cérémonie d'ouverture des travaux de la COP15. Comme défini par les règles d'organisation, chaque État parti assure pendant 2 ans la présidence de la COP. Après l'Inde qui a présidé la 14e session de la COP, c'est le tour de la Côte d'Ivoire de présider la 15e session, d'où la tenue de cette 15e session à Abidjan. À l'ouverture des travaux ce mercredi, le ministre Alain Richard Donvaï a été élu par acclamation pour assurer la présidence de cette COP 15. Je tiens à féliciter mon prédécesseur, M. Bhupender Yadav, ministre de l'Environnement de l'Inde, pour les résultats obtenus sur la présidence de la COP 14, dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de Delhi. De nombreux efforts ont été faits depuis la COP 14, mais il reste encore beaucoup à faire. Une action urgente, globale et concertée est nécessaire pour éviter d'aggraver la dégradation des terres face à des situations de crise complexes, à la croissance démographique et à une consommation sans précédent et une économie de plus en plus mondialisée. L'engagement de tous pour une réponse commune aux problématiques mondiales. Avant le démarrage des travaux, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification a rappelé l'acuité du phénomène et l'urgence d'apporter des solutions. Dans un rapport que nous publions sur la sécheresse à l'occasion de cette COP 15, les conclusions sont sévères. Au cours des 20 dernières années, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29%. Selon certaines estimations, les sécheresses pourraient affecter 3/4 de la population mondiale d'ici 2050. Donc. Ce phénomène climatique devient de plus en plus violent. Dans les pays les plus vulnérables, les sécheresses sont à l'origine de catastrophes humanitaires majeures. Le groupe de travail intergouvernemental sur la sécheresse que la COP 14 avait mis en place a produit son rapport. Il est soumis à votre attention. Invité à ouvrir les travaux de la COP 15, le président de la République, Alassane Ouattara, a plaidé pour une prise en compte de solutions innovantes, plus opérationnelles, moins coûteuses et plus rentables.
Excellences, Mesdames et Messieurs, dans le prolongement de la COP 14, la COP 15 doit résolument être celle de l'action, du partenariat et de la solidarité de la communauté internationale avec les populations et les régions en détresse. C'est un défi important que nous devons relever à tout prix et ensemble afin de préserver notre planète pour les générations futures. C'est d'ailleurs le sens du message de l'appel d'Abidjan que nous avons lancé avec mes homologues au terme du sommet qui nous a réunis le lundi 9 mai avant-hier à Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire envisage de promouvoir les actions de restauration de nos terres et nos écosystèmes forestiers, d'améliorer la productivité agricole et de renforcer la résilience des populations à travers des initiatives innovantes et inclusives, intégrant des acteurs du secteur privé, la société civile et les communautés locales. C'est dans ce cadre que nous avons présenté au cours du sommet des chefs d'État et de gouvernement l'initiative d'Abidjan, qui s'étend sur une période de 5 ans. Je me réjouis à cet égard de l'adhésion et du soutien de nos partenaires techniques et financiers qui ont décidé de contribuer financièrement à cette initiative à hauteur de 2,3 milliards de dollars américains, bien au-delà des 1,5 milliard attendus. Merci à vous. Merci, Monsieur le Président. Merci, le secrétaire exécutif. Excellences, Mesdames et Messieurs, la COP 15 s'ouvre sous de meilleurs auspices après le sommet réussi des chefs d'État et de gouvernement du 9 mai 2022, dont la déclaration finale dénommée l'appel d'Abidjan devrait inspirer nos travaux. Les travaux de la COP 15 ont démarré ce mercredi 11 mai pour durer jusqu'au 20 mai. Le président de la commission de l'UMOA était aussi à Abidjan pour la COP 15. Le président de la République a accordé une audience à Abdoulaye Diop. Le contenu des échanges qu'on voit avec Viviane Aimé. En marge de l'ouverture des travaux de la COP 15, le président de la République Alassane Ouattara a eu un entretien avec le président de la commission de l'UMOA, Abdoulaye Diop. Il y a eu la présentation du programme Héritage d'Abidjan, qui est un programme essentiel, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour la sous-région. Et comme vous le savez, dans la démarche déclinée par les autorités ivoiriennes, il s'agit de faire de ce programme un programme pilote et qu'il faudra par la suite élargir à la sous-région. Et cette perspective nous oblige au niveau de la commission de l'UMOA à prêter une attention toute particulière à ce programme Héritage d'Abidjan et le suivre dans son exécution pour le moment venu, pouvoir assurer un déploiement plus effectif dans les États de la sous-région. Donc effectivement, j'ai profité de ce séjour pour faire le point avec le président de la République sur la situation économique de l'Union, qui, comme vous le savez, cette situation économique, elle évolue favorablement de façon générale au niveau des agrégats macroéconomiques, au niveau de la croissance économique, au niveau des déficits budgétaires. Nous avons évidemment constaté quelques difficultés au niveau du taux d'inflation lié à la conjoncture mondiale que vous savez et une relative hausse des prix dans la plupart de nos États. Mais ces hausses, comme vous le savez, résultent de la crise Covid et ses conséquences, et tout dernièrement également de la crise ukrainienne qui a fait flamber les prix de beaucoup de produits alimentaires et d'autres types de produits comme les produits pétroliers, etc. Et vous ne l'ignorez pas, cette situation a engagé tous les gouvernements de l'Union à prendre des mesures hardies pour soutenir les populations. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste.
et des mesures fortes ont été prises pour soutenir les populations, aussi bien au niveau des prix qu'au niveau des transferts de revenus, donc pour permettre à ces populations, en tout cas, de mitiger l'effet de cette hausse des prix constatée dans nos différents États. Alors, au niveau de la commission de l'UEMOA, nous sommes en train de travailler sur le même sujet pour mesurer de façon exhaustive l'ampleur de la situation et proposer aux États des recommandations pour assurer des politiques d'intervention plus efficaces, plus ciblées pour que les finances publiques ne soient pas déséquilibrées à plus long terme. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, regroupe 8 pays de la sous-région ouest-africaine qui sont touchés de près par l'avancée de la sécheresse et la dégradation des terres. Et justement, 12,5 milliards de francs CFA, c'est l'appui que la FAO apportera à l'initiative d'Abidjan, annonce faite par la directrice générale adjointe de l'organisation. Cet organe onusien fournira aussi un soutien technique pour le développement et l'implémentation des programmes. Des détails avec l'enseignant Bakayoko. Ces 12,5 milliards de francs CFA débloqués par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO en faveur de l'initiative d'Abidjan seront orientés vers des programmes directement liés à la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est un programme de développement durable et de transformation des systèmes agroalimentaires au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'ils soient plus durables, pour qu'ils apportent plus de création d'emplois, aider les gens à sortir de la pauvreté et donner plus de valeur à certaines filières de production, notamment la filière cacao, la filière anacarde et d'autres filières. Au-delà de cet appui qui sera étendu à la sous-région, l'institution regorge de programmes conçus avec le Fonds vert pour l'environnement, notamment dans la récupération des terres dégradées en vue de la transformation du cacao. L'autre point important des actions de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation à cette COP15, c'est le lancement du guide technique sur la gouvernance responsable des régimes fonciers et la dégradation des terres. C'est un guide volontaire où en fait on a essayé de regrouper toute l'information, la dernière information disponible sur comment intégrer les questions foncières dans les initiatives de la neutralité de la dégradation des terres. L'équipe de Maria Elena Semedo a également signé avec le ministère en charge de l'agriculture et du développement rural un projet intitulé Scolure qui devrait permettre la gestion durable et la restauration des paysages à cacao. Nous sommes convaincus que les résultats obtenus pourront être mis dans toutes les zones de production agricoles, mais surtout dans les zones de production cacaoyère. Ils permettront de résoudre les problèmes de sécurité alimentaire, de déforestation et d'amélioration des revenus des petits producteurs agricoles. L'initiative d'Abidjan, ensemble des résolutions de la COP15, se veut un programme de développement durable et de transformation des systèmes agroalimentaires visant à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres et à lutter contre la désertification. On reste toujours en marge de la COP15. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture qu'on vient de voir, a échangé avec 2 délégations venues du Maroc et de l'Égypte. Les délégations ont évoqué avec Kobena Kwasi Adjoumani les axes de coopération pour développer et renforcer le domaine agricole. Ils ont mis l'accent sur la maîtrise de l'eau et la gestion durable des terres. Jean-Luc Bambo. Explorer le potentiel agricole de la Côte d'Ivoire afin d'envisager un renforcement de la coopération avec le pays dans ce secteur. Tel était l'objet de la rencontre qu'a eu le docteur El Koussayar El Sayed Mohamed Marzouk, ministre égyptien de l'Agriculture et de la Bonification des terres, avec son homologue ivoirien Kobena Kwasi Adjoumani. J'ai remis à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, un projet de mémorandum d'entente que nous allons signer très bientôt ensemble pour renforcer davantage les liens de coopération dans le domaine de l'agriculture. Le représentant personnel du président égyptien à la COP15 s'est appesanti sur une future collaboration dans la riziculture.
Le ministre marocain de l'Agriculture, qui a également échangé avec le ministre d'État, s'est lui intéressé à une coopération entre les deux pays dans le cadre de la maîtrise de l'eau. En Côte d'Ivoire, évidemment, il pleut beaucoup, mais la question donc de mobiliser les eaux pendant les saisons où il ne pleut pas est très importante et ça permet également évidemment d'augmenter la productivité des cultures quand on maîtrise donc l'eau. Et je pense que là, nous avons des échanges pour le futur est un axe extrêmement important de collaboration. Des échanges et des projets de bon augure pour l'agriculture ivoirienne en quête de compétitivité. Compte tenu du fait de la sécheresse, compte tenu du fait de la désertification, il y a des contraintes qui font qu'aujourd'hui, nos agricultures ne peuvent pas prospérer. Et si rien n'est fait, nous risquons de connaître une véritable pénurie au niveau mondial. Ces rencontres se sont tenues en marge de la COP 15 qui, outre le sommet des chefs d'État, enregistre différentes réunions statutaires entre les délégations officielles des différents pays pour analyser les situations de leurs pays respectifs vis-à-vis de leur engagement lors des précédentes COP. Il y a eu un panel sur les mécanismes de financement dans le cadre de la lutte contre la désertification. L'Institut mondial pour la croissance verte et d'autres partenaires au développement étaient autour de la table. Ils ont proposé des solutions pour soutenir et encourager le secteur privé à prendre toute sa place. Grâce Kando. Le panel de haut niveau sur les mécanismes de financement innovants pour la gestion durable des terres a été un partage d'expériences entre les établissements financiers et des partenaires au développement, dont le Fonds vert pour le climat et l'Institut mondial pour la croissance verte. Nous travaillons à rapprocher de plus en plus des fermiers et des acteurs du secteur privé, les différents mécanismes qui sont disponibles, accélérer le financement. Nous avons signé avec EDF, Électricité de France, un partenariat pour apporter l'irrigation solaire aux fermiers en Côte d'Ivoire à travers un programme que nous essayons de démarrer d'ici les prochains mois. Nous avons financé à travers la FAO un projet sur la filière cacao. Il y a beaucoup de déforestation qui est causée par la culture du cacao et beaucoup d'efforts avec, n'est-ce pas, la volonté du gouvernement de travailler contre la déforestation. Et nous avons encore beaucoup d'autres projets. Cela se concentre en particulier sur l'agriculture, sur la lutte contre la déforestation ou la reforestation, la lutte contre la dégradation des terres. Ça fait partie des priorités que le gouvernement de Côte d'Ivoire nous a signalées, pour lesquelles on devrait donc se concentrer. Les finances publiques sont insuffisantes pour répondre aux besoins des pays en développement dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. C'est pourquoi un établissement financier de la place dit tirer beaucoup de cette rencontre. Les ressources dont nous disposons sont des ressources en fait qui ne sont pas adaptées à ce type de programme. Et donc il était important pour nous de pouvoir nous aligner au travers de la mise aux normes de notre organisation et venir profiter de l'expérience de ces institutions, à savoir GDI et le Fonds vert climat, pour profiter également de leurs guichets. Parce que ces guichets-là nous permettent d'avoir des crédits à des taux concessionnels assez bas, mais aussi sur des maturités assez longues, allant sur des durées au-delà de 10 ans, chose que nous n'avons pas dans le cas des financements classiques. En marge de la COP 15, d'autres rencontres sont prévues pour toujours échanger sur les opportunités de financement des activités liées à la protection des ressources naturelles et à la dégradation des terres. Rencontre en marge de la COP 15, alors que se déroule cette conférence. La Côte d'Ivoire continue de pleurer l'un de ses dignes fils, le président de l'Assemblée nationale. Justement, il est déclaré 3 jours de deuil national du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai 2022 en raison du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les jours de deuil national sont marqués par la mise en berne des drapeaux dans les institutions de la République et dans les ambassades de Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora
et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont chargés en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. C'est fait le 9 mai et c'est signé le président de la République Alassane Ouattara. Le Togo partage cette douleur de la disparition du président de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale du Togo, reçue par le président de la République, elle était porteuse d'un message de compassion du président Faure Gnassingbé. Jérôme Kofi Abolin. Présente à Abidjan pour les obsèques du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, la présidente de l'Assemblée nationale du Togo a été reçue ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. La présidente de l'Assemblée nationale de la République togolaise a indiqué être porteuse d'un message d'amitié et surtout de condoléances du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, après le décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes porteurs d'un message de condoléances en ces moments difficiles que le peuple frère de la Côte d'Ivoire a traversé avec le décès du président de l'Assemblée nationale. Donc nous étions porteurs d'un message de condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, qui nous a chargé de lui transmettre toute son amitié et sa solidarité, sa proximité en ces moments difficiles. Pour la présidente de l'Assemblée nationale du Togo, le décès du président Amadou Soumaoro constitue une grande perte, aussi bien pour la République de Côte d'Ivoire que pour le Togo. Ce mercredi, à la grande mosquée de la Riviera-Golfe, il s'est tenu la levée du corps d'Amadou Soumaoro, un moment d'émotion au cours duquel la famille a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son soutien. Les guides religieux ont prié pour le repos de l'âme du patron de la Chambre basse du Parlement, Jérôme Kofi Abolin. Grande mosquée de la Riviera-Golfe ce mercredi en milieu d'après-midi. L'ambiance qui y règne, on peut le dire, est intenable. Et encore non moins insoutenable, vu qu'elle marque la cérémonie de levée du corps du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Moment très difficile, donc, pour tous ici présents, notamment le président de la République, Alassane Ouattara, dont Amadou Soumaoro a été un fidèle et loyal compagnon. Le chef de l'État avec à ses côtés son épouse, Dominique Ouattara, le vice-président Thiemoko Méliès-Koné, le Premier ministre Jérôme Patrick Achi, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des parlementaires et bien d'autres. Dans cette épreuve, les membres de la famille du défunt, représentés par le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ont tenu à dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien. Pour Amadou Soumaoro, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle fut émaillée de grands combats et de périodes difficiles. Mais surtout, Amadou Soumaoro a été une école de loyauté et de conviction pour les idéaux portés par M. le Président de la République. Pour lui, nous voudrions, Excellence Monsieur le Président de la République, vous dire infiniment merci pour toutes les dispositions prises afin de faciliter ces funérailles. Merci également à tous ceux et toutes celles qui se sont associés à notre deuil. Merci à tous ces bénévoles et anonymes, ces donateurs discrets qui nous apportent, depuis l'annonce du décès, leur appui. Merci à nos alliés, en particulier nos alliés sénoufos, au nom de nos liens ancestraux. Merci également à la classe politique qui sait taire ces différences dans cette épreuve. Merci aux parlementaires pour leur mobilisation exceptionnelle. Et merci aussi aux délégations étrangères qui démontrent, s'il en était besoin, la dimension internationale du défunt. Comme autre temps fort,
la lecture intégrale du Saint-Coran visant à implorer la clémence et la miséricorde de Dieu pour le repos de l'âme du désormais ex-président de l'Assemblée nationale. Puis, sous les regards attristés, au premier plan, celui du président de la République, Alassane Ouattara, prend position le corbillard à bord duquel le cercueil et la dépouille de Amadou Soumaoro pour la direction de Séguéla. Séguéla, terre qui a vu naître le défunt, terre qui va l'accueillir pour sa dernière demeure. Justement, après la levée du corps à la grande mosquée de la rivière Golfe, c'est le départ pour Séguéla. Séguéla, la terre natale du président de l'Assemblée nationale, Kader Sogodougou, était au GATL quand la dépouille s'envolait pour le Ourodougou. GATL Abidjan Port-Boué. Il est 16h. Le corbillard transportant la dépouille mortelle de Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, fait son entrée. Le corps, dans un cercueil paré du drapeau national, est installé dans le Casa 295 de l'armée. En attendant le départ, la veuve, Binta Aïdara Soumaoro, demeure en prière pour celui-là avec qui elle aura passé des années de vie commune. À ses côtés, pour le dernier vol de son époux, président d'institution, membre du gouvernement, élu et cadre du Woroba. Les enfants du défunt, dignes dans la douleur, tous vont embarquer. À 16h45, l'avion va gagner le ciel. Amadou Soumaoro, celui-là qu'on appelait affectueusement Tchomba, quitte ainsi définitivement Abidjan pour Séguéla, la terre de ses ancêtres. Il sera mis en terre le vendredi 13 mai 2022, après la prière du vendredi. Il sera alors un peu plus de 13h30 GMT. Nous venons de l'apprendre, la dépouille n'est pas encore arrivée à Séguéla, mais plus loin, la dépouille qui a marqué de nombreuses escales en chemin. Vous le savez, en pareille circonstance, c'est la mobilisation de toutes les localités qui sont sur le chemin jusqu'à Séguéla. Rappelons que les obsèques vont se poursuivre avec la veillée de prière ce jeudi 12 mai 2022. Hommage des populations de 9h à 13h au stade Losséni Soumaoro de Séguéla. Veillée religieuse de 21h à la place de la République de Séguéla avant l'inhumation le vendredi après la prière de 13h. Et on continue le combat contre cette maladie, la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 6 nouveaux cas de Covid-19 sur 733 échantillons prélevés, 1 guéri et 0 décès. À la date du 11 mai 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 983 cas confirmés, dont 81 165 personnes guéries, 799 décès et 10 cas actifs. Au total, 12 591 528 doses administrées contre la Covid-19. Et puis le dimanche 15 au vendredi 20 mai 2022, l'Académie des forces armées AFAR de Zambakro exécutera son exercice militaire annuel. Cette activité se déroulera dans la localité de Yamoussoukro et ses environs. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement n'entravera pas leur mouvement et les invite par conséquent à continuer de vaquer à leurs activités quotidiennes. C'était une rencontre d'explication. Le ministre de la Construction face à l'Union
national des blogueurs de Côte d'Ivoire. Il a d'abord abordé plusieurs thématiques liées à l'actualité, entre autres les conflits fonciers et les effondrements d'immeubles. Bruno Dambagné-Koné était l'invité de la tribune, dont voici le point avec Jacques Koné. C'était face-à-face très attendu entre blogueurs, activistes, influenceurs et Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Après les vives polémiques survenues récemment sur les réseaux sociaux à la faveur des effondrements d'immeubles et bien d'autres infractions au code de la construction. Dès l'entente de son propos, Bruno Koné n'est pas allé de main morte pour fustiger l'attitude de certains citoyens qui rusent avec les dispositions exigées en matière de construction d'immeubles. Pourquoi le Porcel 2000 est là depuis je ne sais pas combien d'années, il n'y a pas de problème? Pourquoi la Stab est là, il n'y a pas de problème? L'immeuble Siam est là, il n'y a pas de problème? C'est tout simplement parce que les constructions qui sont faites actuellement ne sont pas faites par des professionnels qui sont qualifiés pour réaliser ce type de construction. Acquisition foncière sécurisée et processus légal de construction, c'est le thème abordé par le conférencier, une occasion pour lui de relever certaines insuffisances dans le processus d'acquisition de biens fonciers, dont sont victimes de nombreux acquéreurs. L'acquisition d'une parcelle à partir d'une attestation villageoise. Donc là, les précautions que nous recommandons sont les suivantes. 1. Vous assurez que le lotissement dont est issu le lot ou la parcelle est approuvé. Ça, c'est la première chose, que le lotissement est approuvé. Deuxièmement, assurez-vous que la parcelle en vente figure bel et bien sur le plan approuvé. Si le lotissement est approuvé, ça veut dire qu'il y a un plan de lotissement qui soutient, ce lotissement. Assurez-vous que la parcelle existe bien dans ce plan-là. Souvent, malheureusement, c'est sur des détails comme ça que les gens se font avoir. Et je peux vous assurer que si toutes ces étapes-là sont correctement franchies, ça devient une formalité. Sur le processus légal de construction précédé de l'obtention préalable d'un permis de construire, le ministre de la Construction a rappelé le rôle indispensable et obligatoire du bureau de contrôle. Certains s'attendent à ce que ce soit l'État qui aille, par exemple, vérifier le mélange sable-ciment. Sable-ciment-gravier sur un chantier, ce n'est pas possible. Nulle part dans le monde, ça ne se fait. Donc, c'est l'entreprise maître d'œuvre qui a la charge, ou l'exécutant sur le chantier qui a la charge de faire cela. Et quand vous voulez vous assurer que cela est fait dans les règles de l'art, c'est le bureau de contrôle. Pour son premier grand oral sur une tribune de blogueurs ivoiriens en sa qualité de ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné a tiré son épingle du jeu en instruisant ses acteurs du web sur les grandes réformes de son département ministériel. Dans l'actualité politique ce soir, des missions du RHDP actuellement sur le terrain. Le rassemblement des oufouettistes met à jour le fichier de ses militants. Une délégation s'est rendue dans la Maraoué. On le voit avec Logoretti et Alexis Ouedraogo. Une délégation du RHDP auprès des militants de la Maraoué. À la tête de l'équipe, Kouyaté Abdoulaye, député de Lakota et cadre du parti. Il faut voir au niveau politique quelle est notre implantation sur le terrain. Combien avons-nous de sections sur le territoire national? Combien avons-nous de comités de base sur le territoire national? Et combien, au finish, nous avons de militants sur le territoire national? Après Voué Boufla, séance de travail en compagnie des responsables locaux. Il faut toujours évaluer, n'est-ce pas, nos structures pour voir si les structures qui ont été installées il y a 2, 3, 4 ans, si ces structures-là existent, parce qu'il y a toujours des déplacements. Je formais un comité de base en 2021, en 2022, en 2025. Beaucoup de personnes de ce comité de base-là se sont déplacées par le jeu des affectations, par le jeu des décès, ou bien par le jeu de la retraite. À partir de cet instant-là, il faut réactualiser le fichier. En marge de cette mission, 1 minute de silence en hommage au défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Cette mission de contrôle et de mise à jour du fichier des militants du RHDP s'est étendue à d'autres localités. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente à Abuja, au Nigeria, Marcela Montano, a rencontré le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Ils ont signé un mémorandum d'accord pour booster la coopération entre les deux institutions. Michel Digré.
Ce sont des retrouvailles entre deux frères, mais au-delà, Marcela Montano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, et Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, se retrouvent pour une séance de travail afin d'impulser une nouvelle dynamique de coopération entre les deux institutions sous-régionales. Nous avons un mémorandum qui existe depuis 2016 et ce mémorandum a été renouvelé en 2019 et il a bien fonctionné. Il a donné des résultats, mais comme toute chose humaine, il faut aller de l'avant, voir ce qui a moins bien marché et voir quelles sont les nouvelles orientations, les pistes qu'on veut donner pour justement atteindre ces objectifs au vu de l'environnement qui évolue et qui change. Au regard donc de l'évolution des défis à relever dans la sous-région, les deux institutions ont signé un protocole d'accord portant sur 3 axes majeurs. L'échange d'informations, la coopération politique dans le cadre du mécanisme de prévention des conflits et d'alerte précoce de la CEDEAO. Enfin, le Conseil de l'Entente a exprimé son souhait d'obtenir, lorsque le mécanisme sera mis en place par la CEDEAO, le statut de membre observateur aux réunions de la CEDEAO, ce qui lui donnera une ouverture sur l'espace CEDEAO qui est beaucoup plus grand que l'espace de l'Entente et une ouverture sur le monde. En ce qui concerne la paix et la sécurité dans la sous-région, les deux responsables d'institutions ont exprimé leur vive préoccupation quant à la montée de l'extrémisme violent ayant entraîné une crise humanitaire sans précédent dans certains États du Sahel. Ils ont salué les efforts des États concernés pour contenir la menace extrémiste et lancé un appel à la solidarité entre tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Le 11 mai est une date inoubliable pour les amoureux du reggae puisque c'était 11 mai 1981 que Bob Marley est décédé. 41 ans après, c'est une légende qui est toujours vivante. Le chanteur jamaïcain Bob Marley continue de marquer les esprits, les foules continuent de danser au son de ses compositions. Les mélomanes se souviennent de celui qui trône encore sur la musique reggae. L'entreprise House of Marley a enregistré un revenu de 20 millions de dollars en 2019. Les fans rendent donc hommage ce soir à leur idole avec un programme spécial consacré au King Bob. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. On ne peut être au bord de la rivière et mourir de soif.